Chers téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de notre émission Psychodrome. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Zenzina Safiou Malnéré, psychologue clinicien. M. Zenzina Safiou Malnéré, bonjour. Bonjour, madame. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'autisme. Mais tout d'abord, avec les téléspectateurs, on aimerait bien savoir ce que c'est que l'autisme. Ok, merci. L'autisme, pour mieux le comprendre, je dois retourner un peu vers l'étymologie du mot, qui vient du mot grec. Autisme vient du grec. Autos, qui veut dire soi-même, et isme, qui veut dire état. Donc, en résumé, l'autisme, c'est un état de repli sur soi. Aujourd'hui, le terme autisme a évolué, qui aujourd'hui, quand on parle autisme, on sous-entend un trouble, qui est un trouble envahissant de développement, selon la classification internationale des maladies, ou carrément un trouble du spectre autistique, selon le DSM-4, qui est le manuel diagnostique et statistique de la classification des maladies mentales. Donc, l'autisme, c'est un trouble envahissant de développement qui affecte 3 domaines de l'enfant, c'est-à-dire le domaine de la communication, que ce soit verbal ou non verbal, le domaine des comportements stéréotypés, on voit l'enfant faire des comportements à caractère rituel, et aussi on voit aussi des difficultés sur le plan des relations sociales. Voilà. Donc c'est ce qui caractérise un peu l'autisme. Sur le plan interpersonnel. Interpersonnel, voilà. D'accord. Et comment s'installe ce trouble-là chez l'enfant? Voilà. L'installation de l'autisme n'est pas brutale. L'installation est quand même à une durée. Ça s'installe, le tableau clinique doit être complet à 3 ans. Voilà. Premièrement, on peut voir chez l'enfant, par exemple, on sait qu'un enfant, à 3 mois, doit pouvoir faire des grands sourires. Voilà. Un enfant des stades de développement. Donc, quand il y a des retards ou bien des manques de comportement au niveau de ces stades de développement, ça alerte le professionnel qui voit que il y a quelque chose qui ne va pas chez cet enfant. Voilà. Donc, si je comprends bien, on peut détecter ce trouble chez un enfant même à l'âge de 3 mois. Oui, on peut voir déjà des signes d'alerte. On parle plutôt des signes d'alerte qu'on peut repérer chez des enfants parce qu'il y a certains comportements qui correspondent à certains stades de développement. Voilà. Donc, si ce comportement n'est pas observé, donc il y a problème. Donc, on peut quand même identifier ces troubles ou bien ces signes-là déjà à partir de l'âge très à 3 mois, comme vous le dites. Voilà. Et le trouble s'installe sur toute la vie de l'individu? Oui, si rien n'est fait, c'est un trouble qui évolue avec le temps. Le degré de la manifestation du trouble peut être sévère si rien n'est fait. Voilà. D'accord. Mais parlant de causes, est-ce que l'environnement contribue aussi au renforcement de ce trouble-là? Pour dire environnement comme cause directe de l'autisme, non. On ne peut pas le dire clairement comme ça, parce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'autisme et l'environnement direct. Mais il y a des facteurs qui interviennent dans l'installation de la maladie. L'autisme, il n'y a pas de cause qui soit isolée, d'accord? Mais il y a toute une panoplie de facteurs qui interviennent quand même dans l'installation de la maladie, comme par exemple les facteurs génétiques, où on peut parler du chromosome 15, plus précisément le gène chanqué du chromosome 15 qui intervient dans la maladie. Il y a aussi le dysfonctionnement cérébral, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, il y a certains côtés du cerveau qui sont quand même atteints. On peut voir chez les autistes le cervelet, le volume du cervelet qui est un peu plus gros que ceux des enfants normaux ou bien typiques, on peut le dire comme ça.
D'accord. Mais vous, en tant que praticien, lorsque vous recevez un enfant en consultation, avant de déclarer cet enfant comme autiste, Voilà. quelles sont les procédures que vous mettez en œuvre pour diagnostiquer ce problème-là chez l'enfant? D'accord, merci. Ne faites pas de diagnostic de l'autisme qui veut, mais c'est des gens outillés, formés. Parce qu'il y a des outils. Et ces outils, on doit être formé pour pouvoir poser le diagnostic. Donc, d'abord, c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur un enfant autiste et chacun fait son côté. Donc, comme outil, on peut utiliser le CARTI, qui est une échelle d'évaluation pour voir le degré de sévérité de l'autisme. On peut utiliser ADI, qui est un guide d'entretien, et aussi ADO, qui permet de voir également l'aspect socio-communicatif du trouble de l'enfant. En dehors de ça, il y a aussi le diagnostic différentiel qui se fait. Il y a des tests que les médecins prescrivent pour pouvoir faire voir s'il y a une implication du gène, quelle est la partie du cerveau qui est atteinte. Donc il y a beaucoup de... on peut faire les imageries par magnétique à résonance, IRM. Donc toutes ces analyses quand même nous permettent, en plus de l'observation clinique qu'on fait de la pathologie, ça nous permet quand même d'orienter vers un diagnostic. Du moins, on met quand même un enfant qui a des troubles envahissants de développement qui restent à clarifier. On peut le dire comme ça. Maintenant, parlons des trois domaines dans lesquels s'inscrit l'autisme. Au niveau du domaine de la communication, qu'est-ce qu'on remarque chez ces enfants-là de façon pratique? Voilà. Sur le plan communicationnel, je vais dire par exemple, les enfants autistes, vous allez voir par exemple un nourrisson qui n'arrive pas à anticiper quand on veut le tenir dans les bras. Tout enfant, à 2 semaines, à 1 mois, quand on anticipe de le tenir dans les bras, vous allez voir l'enfant qui essaie quand même de vous prendre dans les bras aussi. Voilà, l'enfant arrive quand même à faire ça. Si un enfant est indifférent à ça, ou bien un enfant qui vous évite dans le regard, vous voyez un enfant dans le regard et lui détourne les yeux, il ne veut pas vous voir dans le regard. Un enfant qui est carrément indifférent des émotions ou qui ne réagit pas quand on l'appelle. Si par exemple l'enfant s'appelle Kofi, on dit Kofi et puis il ne réagit pas. Voilà, c'est des signes qui quand même montrent qu'il y a un problème. Sinon tout enfant, il y a certains comportements qui démontrent quand même que il est avec vous, il est en interaction avec vous. Donc quand il y a ce problème d'interaction, c'est qu'il y a un problème de communication également qui s'impose. D'accord. Et parlant du comportement restreint et stéréotypé, comment se manifeste ce comportement-là chez l'enfant? Voilà. Quand nous parlons de comportement restreint et stéréotypé, on sous-entend des comportements à caractère rituel. Vous allez voir un enfant qui s'obstine à reproduire les mêmes types de comportements. C'est-à-dire, par exemple, il peut dans la journée balancer la tête comme ça. Voilà, à faire ça toute la journée. Voilà. Je le fais de façon pratique pour que les gens puissent comprendre qu'un enfant qui prend son temps à sauter, voilà, à sautiller, ou bien il est fasciné par exemple, les enfants ont des jouets, naturellement. Mais vous allez le voir, lui, il est plus attiré par une partie seulement du jouet. Par exemple, vous voyez par exemple une voiturette. La norme suppose qu'on pousse la voiturette. Mais lui, il va prendre la voiturette et puis vous allez le voir, il va tourner que la roue. Et il va amener même le jouet plus proche du regard pour pouvoir tourner la roue. Donc, c'est des comportements à caractère rituel. Certains des enfants vont passer plus de 2 heures à regarder le ventilo tourner. Vous voyez, il est fasciné par ce mouvement de rotation. Voilà. D'autres sont aussi fascinés par l'eau du robinet, la façon dont l'eau coule
du robinet, ces enfants sont tellement fascinés par ça. Donc, toute tentative pour les arracher de ce centre d'intérêt vont créer maintenant des crises chez ces enfants. Des crises? Voilà. C'est-à-dire des crises autistiques? Oui, des crises Comment autistiques. se présentent ces crises-là? Voilà. Vous allez voir un enfant qui crie de façon désemparée ou carrément qui pleure sans que dans l'environnement, il n'y a rien qui puisse justifier ses pleurs. Donc, personne ne peut quand même l'amadouer, personne ne peut venir en secours. Donc, il rejette carrément tout le monde. Voilà. Mais ce trouble-là, lorsque je vous entends décrire l'autisme, ça me fait penser au retard mental. Est-ce qu'il n'y a aucun lien entre le retard mental et ce trouble-là? Il n'y a pas de rapport entre les deux? Voilà. Et quand nous parlons de troubles autistiques, il faut dire qu'il y a des types. Il y a l'autisme de type canin, il y a une déficience intellectuelle, d'accord, qui est systématique, et autisme de haut niveau ou bien autisme d'Asperger, où c'est des enfants surdoués, dont le niveau d'intelligence dépasse la normale. Donc, parfois, vous pouvez avoir un autiste avec tout ce que vous appelez comme retard mental, des manifestations du retard mental. Donc, l'observation de cette situation nous oblige à évaluer le quotient intellectuel de l'enfant pour pouvoir voir quel est le degré de la déficience intellectuelle, afin de pouvoir faire l'accompagnement. Voilà. Et lorsque vous faites le QI de cet enfant-là, l'évaluation du quotient intellectuel de ces enfants-là, est-ce que c'est toujours à la baisse? Oui, s'il y a un retard mental, c'est normal que ça soit inférieur à 70. Voilà. Mais chez les enfants autistes, vous remarquez quand même des... Oui, il y a des enfants autistes dont le quotient intellectuel peut aller à 120, alors que la normale, c'est 70. Wow. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les surdoués. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, pour un parent qui, en vous écoutant maintenant, remarque des traits du genre chez son enfant, quel est le comportement que ces parents-là peuvent adopter dans l'environnement de l'enfant pour ne pas contribuer au renforcement de ce trouble de développement? Ok, merci. Pour des cas comme ça, vous avez un enfant autiste dans une famille. Il faut reconnaître que le vécu quotidien des parents est assez difficile. Personne ne se comprend d'ailleurs dans la famille parce que l'enfant ne comprend pas le comportement des parents et les parents aussi ne comprennent pas son comportement. Voilà. Donc ça a créé la frustration de part et d'autre. Un enfant autiste, par exemple, va vous dire, s'il s'appelle Kofi, je vais donner toujours l'exemple, il a envie de boire, au lieu de dire je vais boire, vous allez voir l'enfant va vous dire Kofi veut boire. C'est des enfants qui parlent à la troisième personne. Voilà, il vous dit Kofi veut boire, alors que c'est lui-même qui s'appelle Kofi. Un enfant autiste, s'il a besoin de quelque chose, mais et que sa taille ne lui permet pas de prendre le truc en hauteur, il viendra prendre votre main pour aller toucher l'objet que lui veut. Dès qu'il prend l'objet, il vous lâche. Il ne vous dira pas merci, il ne va pas manifester. Parce que pour lui, tu n'es que la continuité de son corps. Dans cette situation, les parents sont frustrés. Un enfant autiste n'aime pas le changement. Dans son environnement. Dans son environnement. Tout doit être intact. Donc, ils ont ce désir d'immuabilité parce que c'est des gens qui ont une mémoire visuelle assez élevée, qui peuvent photographier les choses de façon, sous forme de clichés et les envoyer dans la mémoire à long terme. Donc, c'est des enfants, dès qu'il y a un petit changement dans leur environnement, ils le remarquent et puis manifestent ce type de changement. Alors, il faut que vous compreniez votre enfant. Par exemple, un parent qui veut peindre la chambre d'un enfant autiste, que ce soit la même couleur chaque fois. Vous ne devez pas changer le blanc en rouge ou bien le rouge en blanc selon votre désir. Non. Vous ne pouvez pas faire des changements
du meuble de la maison à votre guise, parce qu'aujourd'hui je suis fatigué de telle position du lit, de telle position de la table. L'enfant autiste ne peut pas. Ça va de même pour... voilà, ça va de même également pour les nounous. D'accord? Et on va voir que quand vous changez de nounous, pour l'enfant autiste, il va manifester des crises. Ok, Voilà. monsieur, nous allons revenir tout à l'heure pour parler du changement dans l'environnement des enfants autistes et comment rentrer en contact avec eux. Chers téléspectateurs, nous vous retrouvons tout à l'heure pour la seconde partie de cette émission.